Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Cap Industrie et ses partenaires sur le thème de comment réduire ses coûts et améliorer son efficacité énergétique. Je suis Mathieu Calais, chargé de mission développement industriel pour Cap Industrie et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire différents intervenants. Monsieur Guillaume Degois, qui est le président d'Aluminium France, Sébastien Lacroix, l'adjoint de la direction responsable juridique et du IMM Flandre-Maritime, Sophie Perry-Ducré, chargée de mission et chef de projet marché pour Cap Industrie, Sarah Duvet, sécurité, santé, environnement pour IMM Udimetal, Eric Sénéchal, référent technique efficacité énergétique au CETIM, et Jean de Sigy, consultant fondateur du cabinet Oxygène en performance opérationnelle. Alors, avant de démarrer, quelques règles pour le confort de tous. Si vous avez une question, une intervention à nous faire part, utilisez le chat que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Ça nous permettra également d'interagir avec les intervenants et leur relayer vos questions. Bien évidemment, ce webinaire est fait pour vous. Utilisez-le, utilisez tout le savoir de nos différents intervenants pour répondre à vos interrogations dans un cadre d'écoute et de bienveillance. Enfin, le support du webinaire est téléchargeable et le replay sera disponible tout de suite après la session de ce jour. Guillaume, je vous laisse la main, c'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vais très rapidement donc me présenter et présenter surtout mon entreprise, donc Aluminium Dunkerque, qui est située donc juste à côté de Dunkerque, entre Gravelines et Lonne-Plage, et qui, comme son nom l'indique, fabrique de l'aluminium primaire. Nous sommes le premier consommateur d'électricité sur un site industriel en France avec 4 TWh, donc ça représente à peu près la moitié de ce que consomme, de ce que produit un réacteur nucléaire. Donc vous voyez 460 MW, ce qui fait 4 TWh par an. On consomme aussi du gaz, pas mal de gaz, et on produit donc un petit peu moins de 300 000 tonnes d'aluminium primaire par année, à destination essentiellement du marché européen et pour des utilisations finales dans l'automobile, dans le bâtiment, dans l'emballage pharmaceutique, alimentaire, etc. 620 employés, donc un peu plus de 200 sous-traitants, 250 sous-traitants qui travaillent avec nous tous les jours sur le site, et un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros. Voilà pour les grands chiffres d'Aluminium Dunkerque. Ce qui me semblait intéressant de vous présenter donc, ce matin, c'était surtout pourquoi est-ce que pour Aluminium Dunkerque, l'électricité est une donnée clé. Donc vous voyez ici, pour produire une tonne d'aluminium, on a besoin de 13,7 MWh. Donc c'est vraiment une industrie qui est hyper électro-intensive. Et Aluminium Dunkerque consomme à peu près autant qu'une ville comme Marseille, donc la deuxième ville de France. Ça représente en période normale, c'est-à-dire pas en ce moment, mais en période normale, ça représente à peu près 25% des coûts totaux de l'usine. En ce moment, c'est malheureusement beaucoup plus avec l'augmentation du prix de l'énergie. On a besoin d'alumine aussi pour faire une tonne d'aluminium. Donc, on a besoin d'à peu près 2 tonnes d'alumine et 500 kg de coke et de brai, hein, d'où les 2,5 tonnes de matières premières dont nous avons besoin pour produire une tonne d'aluminium. On émet aussi du CO2. En fait, quand l'anode se consume dans nos cuves, donc le carbone s'ajoute à l'oxygène qui est libéré lors de la réaction d'électrolyse pour produire du CO2. Et donc, on a beaucoup de projets pour réduire cette consommation de CO2, ces émissions de CO2, pardon. Et puis enfin, donc, sur la partie vraiment management de l'énergie, donc nous sommes certifiés ISO 50001, donc qui est la reconnaissance du système de management de l'énergie. Et nous avons de multiples projets liés à la réduction, à l'efficacité énergétique. Donc principalement sur l'électricité, hein, comme vous le voyez, ça représente la très très grande partie de la consommation énergétique du site, plus de 97%, mais aussi sur le reste. On a des projets de réduction de consommation de gaz à travers des projets d'investissement, mais aussi à travers des projets d'excellence opérationnelle
pour pouvoir continuer à réduire notre consommation énergétique. Alors aujourd'hui, Aluminium Dunkerque est clairement parmi les plus performants au benchmark en termes d'efficacité énergétique, et nous souhaitons continuer à réduire améliorer notre efficacité énergétique, à réduire notre consommation de gaz comme d'électricité pour continuer à performer. Voilà pour ma part. Alors j'espère que tout le monde m'a bien entendu. Oui, oui, tout à fait. Merci Parfait. beaucoup. Et donc, en termes de visibilité sur les marchés énergétiques, sur le prix de l'électricité, comment est-ce que vous appréhendez les choses? Alors, c'est une très bonne question, une question difficile. On s'approvisionne donc sur les marchés en France, donc essentiellement à travers le mécanisme de l'Arenh, donc les 100 TWh qui représentent à peu près 60% de notre consommation, plus les 20 TWh du relèvement du plafond à partir du 1er avril, donc qui représentent à peu près 15% supplémentaires. Pour le reste, on est sur le marché, hein, donc avec des stratégies de couverture du prix de l'électricité. Donc, on essaye d'acheter en avance pour éviter de subir de plein fouet la variation immédiate de prix d'électricité. Ça, c'est donc une stratégie, je dirais, plutôt financière ou vraiment d'acheteur. Après, l'autre grosse partie de la stratégie, hein, c'est de réduire autant que possible notre consommation. Donc, avec une facture d'électricité qui est de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, vous imaginez bien que toute réduction est bonne à prendre. Quels seraient en pratique, et par ordre de priorité, qu'est-ce qui a été mis en place chez Aluminium Dunkerque justement pour économiser l'énergie? Alors, première des choses, c'est de limiter les pertes. Hein, donc, on a pour l'électrolyse d'aluminium, on transforme l'électricité que nous recevons donc en 225 000 volts, on le transforme en courant continu à peu près 1000 volts. Donc, on a une grosse grosse sous-station électrique dans laquelle nous avons des très gros transformateurs et redresseurs de courant pour lesquels il y a des pertes. Et donc, un gros travail qui est fait depuis de nombreuses années, c'est d'améliorer les opérations sur cette sous-station pour réduire les pertes de transformation. Deuxième élément très, très important, c'est tout l'aspect procédé. Donc, dans le procédé d'électrolyse, les pertes par effet Joule dans la cuve sont essentiellement liées à l'équilibre thermique de la cuve d'électrolyse. Donc, il y a un gros travail des équipes d'électrolyse pour améliorer le procédé et notre stabilité du procédé d'électrolyse, de telle sorte qu'on consomme moins d'électricité pour chaque tonne d'aluminium que nous produisons. Et donc, si je regarde sur une quinzaine d'années en arrière, on était à peu près à 14,2 mégawattheures par tonne d'aluminium. On est maintenant plutôt aux alentours de 13,7, voire même 13,5. Et donc, on a amélioré de plus de 15% cette efficacité énergétique à travers des projets de type ceinture noire, des projets d'investissement aussi pour avoir des conducteurs qui soient moins résistifs. On a augmenté la taille de nos anodes pour diminuer la densité de courant. Donc, beaucoup d'actions sur le procédé lui-même pour réduire donc cette consommation du procédé d'électrolyse. Nous avons aussi, depuis de nombreuses années, je pense plus d'une dizaine d'années, une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur la réduction de conso énergétique, cette fois-ci sur l'ensemble de l'usine, que ce soit sur donc l'électrolyse, mais aussi sur les ateliers auxiliaires et même sur les bâtiments administratifs, avec des projets beaucoup plus standards d'isolation, de remplacement de chauffage, de remplacement des ampoules, par exemple, hein, qui sont vraiment des choses qui peuvent se voir dans tout type d'industrie pour pouvoir baisser cette consommation énergétique. Très bien. Et au niveau humain, comment est-ce que cela s'appréhende, puisqu'il y a aussi peut-être un changement de culture au niveau des équipes?
Oui, tout à fait. Et donc, l'équipe qui est en charge de l'efficacité énergétique chez nous, hein, donc il y a une personne dont c'est vraiment le travail, qui est notre ingénieur à énergie, qui anime tout un réseau dans chacun des départements de l'usine, les départements de production comme les départements administratifs, pour recueillir les idées d'économie, pour les mettre en place, pour aller défendre les investissements quand il y en a besoin auprès du comité d'investissement, de telle sorte qu'il y ait vraiment une animation permanente qui soit faite. On a des idées qui émergent de ce groupe de travail, qui sont des idées qui sont assez simples parfois. On a des grandes passerelles. Pour ceux qui ont déjà visité Aluminium Dunkerque, il y a des très grandes passerelles qui permettent de passer d'un département de production à un autre département de production, qui font plus de 300 mètres de long et qui restaient allumées en permanence. Et ce qui a été fait il y a déjà quelques années, c'est de mettre en place des détecteurs à l'entrée de la passerelle et à la sortie de la passerelle qui me permettent d'éclairer en fait la passerelle que quand il y a vraiment quelqu'un qui utilise cette passerelle. Voilà. C'est des petites idées, mais qui mises bout à bout, permettent de réduire les consommations. Et maintenant, vous avez senti que les collaborateurs font attention au gaspillage d'énergie? Alors oui, de fait, chez nous depuis quand même assez longtemps, il y a une sensibilité assez forte hein, sur la consommation d'électricité. On le voyait un petit peu moins sur le gaz, et là on a de nouveau mis une emphase particulière hein, sur la réduction de notre consommation de gaz, qui là aussi permet d'obtenir des... Ah, je crois que nous avons un petit problème technique, ça va Est-ce que vous revenir. m'entendez ? Oui, c'est revenu. Merci. C'est revenu, pardon. Je disais, voilà, un exemple très récent, on utilise donc, nous refondons de l'aluminium et pour cela, il faut qu'il soit absolument sec. Donc, jusqu'à présent, nous utilisions une étuve pour pouvoir sécher cet aluminium avant de le mettre dans nos fours. Et donc, les équipes qui travaillent là-dessus nous ont dit, mais si on avait un bâtiment un peu plus grand, on pourrait le stocker au sec, et ce qui éviterait d'avoir à l'étuver. Donc, nous sommes en train de regarder effectivement un projet d'investissement pour pouvoir agrandir la surface de stockage et éviter de devoir étuver l'aluminium avant de le mettre dans nos fours. Voilà. Donc, ce sont des projets qui sont parfois pas directement liés à la consommation électrique ou gaz, mais qui, in fine, permettent de réduire ces consommations. Alors, dans le chat, je vois qu'il y a des questions sur est-ce que l'équipe maintenance sont intégrés dans ces réflexions-là. Oui, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui participe à cette réflexion. Est-ce que vous auriez, avec le recul maintenant de plusieurs années, des conseils qui pourraient être transférés aux dirigeants de PME industrielles qui sont aujourd'hui confrontés à des x3 au niveau du prix de l'électricité et une absence totale de visibilité sur les marchés? Alors, première des choses, déjà, pour répondre au manque de visibilité, je pense que c'est très, très important que vous puissiez avoir une discussion de bon niveau avec votre fournisseur d'électricité qui vous doit des conseils sur les couvertures sur le prix d'électricité, de telle sorte que vous ayez moins d'incertitude et que vous puissiez planifier mieux vos prix d'électricité. Donc ça, c'est vraiment… et de gaz. Donc ça, c'est vraiment dans la stratégie d'achat. Il y a une vraie discussion à avoir, alors soit en direct, soit à travers votre acheteur, de telle sorte que vous ayez une meilleure visibilité sur les prix d'électricité et que vous puissiez en couvrir une partie la plus importante possible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les économies d'énergie sont bien évidemment beaucoup plus facilement rentabilisées avec un prix d'électricité ou de gaz élevé. Il y a d'autre part beaucoup d'aides qui sont accessibles aussi. Et c'est important d'avoir un relais au sein de vos équipes qui puissent vraiment prendre en charge et animer ce réseau économie d'énergie au sein de vos équipes avec une implication de la direction. Parce que la direction doit être donnée depuis le top management de telle sorte que les équipes puissent suivre et voir l'importance de ces économies d'énergie.
qui doivent être traduites le plus possible en euros et en économie réelle. Vous avez, en tant qu'Aluminium Dunkerque, bénéficié de soutien financier de la part de la puissance publique pour mener à bien certaines actions? Oui, tout à fait. Alors, il y a des soutiens assez standards, hein, typiquement des CE sur passage de remplacement de moteurs par des moteurs avec des variateurs. Donc, ça, ce sont des choses connues ou d'autres types de CE. On a aussi eu un soutien européen sur un investissement de plusieurs millions pour améliorer l'efficacité énergétique de nos cuves d'électrolyse. Donc là, vraiment plutôt une action process sur lequel nous avons eu 20% donc de subventions à l'investissement sur un fonds européen. Très bien. Et est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose sur d'éventuelles mesures à venir? Oui, alors il y a effectivement un travail qui est fait à travers de nouvelles lignes guides qui sont sorties au niveau de l'Union européenne, qui s'appelle Repower EU, qui ont tout un paquet de mesures qui concernent l'adaptation au prix très élevé d'électricité et de gaz actuellement. Alors, je vais le résumer, mais bien évidemment, n'hésitez pas à vous tourner vers l'UMM qui pourra vous aider là-dessus ou autre. C'est donc en gros d'aider les pertes qui pourraient être liées à l'augmentation du prix d'électricité et du gaz pour vos industries. Cette aide pour des petites entreprises peut aller jusqu'à 2 millions d'euros par an. Merci beaucoup. Est-ce que au niveau des industriels, oui, ils demandaient s'il y avait des aides spécifiques au niveau des TPE, et si certaines actions pouvaient être mises en place au niveau des petites entreprises. Certaines des actions qui ont été mises en œuvre chez Aluminium Dunkerque sont transférables au sein de TPE. Bien sûr, tout à fait, hein, tout à fait transférable au sein de TPE, alors que ce soit des actions sur le remplacement de moyens de chauffage, sur l'isolation, sur le remplacement de tubes néons ou autres lampes par des LED, etc. Ça, c'est accessible à tous. Et il y a beaucoup d'aides, y compris de la part des fournisseurs, pour pouvoir faire ces actions, je dirais, assez basiques. Après, ce qui est important aussi, c'est de bien mesurer les consommations. Quelles sont les machines qui consomment le plus? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'est pas dans des pertes? Typiquement, je parlais des transformateurs tout à l'heure. Alors, nous, c'est bien évidemment très important et on a plusieurs personnes qui s'occupent de ça. Mais même dans une petite entreprise, c'est important de savoir quelles sont les machines qui consomment, comment est-ce qu'on peut réaliser un bilan. Il y a une question tout à l'heure sur est-ce que l'ISO 50001 aide à améliorer la performance énergétique. L'ISO 50001 permet justement de donner une méthodologie pour faire ça, pour identifier quelles sont les actions qui sont efficaces et comment est-ce qu'on peut les mener à leur terme. Très bien. Une question de Bruno Pézeril qui demande si Aluminium Dunkerque avait pensé déjà à produire par elle-même son énergie. Alors, on y a pensé, oui. Par contre, quand on voit la taille de l'usine et surtout de sa consommation d'électricité, juste pour donner une ordre de grandeur, hein, donc c'est un demi-réacteur de la centrale de Gravelines, juste à côté. On utilise la production d'un demi-réacteur ou de l'équivalent de l'ensemble de la puissance d'électricité qui sera produite par le champ d'éoliennes qui sera au large de Dunkerque, sans compter les jours où il n'y a pas de vent malheureusement. Donc c'est très compliqué aujourd'hui hein, d'investir par nous-mêmes dans la production d'électricité vu la taille que nous avons. Par contre, nous travaillons avec les producteurs, on travaille aussi avec la puissance publique pour favoriser l'émergence de ce qu'on appelle les PPA, donc les Power Purchase Agreements, qui sont comment est-ce qu'on peut contractualiser à long terme avec des producteurs d'électricité, alors d'électricité bas carbone pour ce qui nous concerne, de telle sorte qu'on puisse avoir accès effectivement à des prix connus, compétitifs sur le long terme. Très bien. Merci beaucoup Guillaume pour cet exposé très, très intéressant. Vous restez avec nous s'il y a des questions qui surviennent. Et je vous propose qu'on laisse la parole à Sébastien qui, au niveau de l'UIMM Flandre-Maritime, a réalisé une petite enquête au niveau des industriels du territoire. Merci beaucoup Mathieu.
Donc effectivement, avec l'un de nos partenaires qui propose une offre groupée d'achat sur l'électricité et le gaz, à un certain niveau, j'ai plus les chiffres en tête. Nous avons lancé une enquête il y a 2 semaines environ auprès de nos entreprises adhérentes pour savoir comment elles avaient été impactées, comment elles sont encore impactées par la hausse des coûts de l'énergie. Donc, on a essayé de faire court pour que l'enquête donne le maximum de résultats. On a posé 5 questions qui traitent effectivement de la hausse, du pourcentage de hausse, l'impact sur leur chiffre d'affaires. Est-ce que ça peut menacer leur pérennité et leur recherche d'alternatives et les attentes qu'ils ont vis-à-vis du gouvernement. Donc, on a pu constater que les entreprises subissent aujourd'hui sur le territoire une hausse qui va de 30 à 225% du coût de l'énergie. Alors 225%, là, ça concernait notamment une PME et les TPE étaient, elles, impactées entre 30 et, enfin, avaient un surcoût de 30 à 50% du coût de l'énergie, principalement au niveau de l'électricité. Et on avait quand même une PME qui avait plus 404% entre le trimestre 1 2021 et 2022 d'augmentation pour le gaz. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est au moins 10% du chiffre d'affaires qui est dédié exclusivement minima sur le coût de l'énergie. Pour autant, 60% d'entre elles ne sont pas forcément aujourd'hui en recherche d'une alternative d'énergie, mais comment elles peuvent faire des économies plutôt. Et avec certains projets qui vont se développer sur le territoire liés à l'hydrogène, certaines une entreprise en l'occurrence recherche peut-être la solution de passer par l'hydrogène, peut-être même de produire par elle-même pour faire suite à la question qui a été posée tout à l'heure. Au niveau de la pérennité, est-ce que ça constitue une menace? 20% des entreprises estiment, des répondants, que ça peut présenter une menace pour la pérennité de leur activité. Ce n'est pas un chiffre qui est anodin quand même si 80% estiment que non. Il y a quand même 20% des TPE, PME qui ont répondu, qui voient ça comme une menace pour leur activité s'il n'y a pas des mesures qui sont prises. Et parmi ces mesures, elles attendent du gouvernement aussi bien une baisse des tarifs qu'un blocage des tarifs de l'électricité et du gaz. Et surtout, un petit peu comme beaucoup de chefs d'entreprise, et pas spécifiquement, je dirais, sur la question de l'énergie, une meilleure visibilité à long terme sur la gestion des coûts des prix de l'énergie. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'ai respecté le temps. Je propose maintenant qu'on aborde la partie réglementaire, puisque la réglementation se durcit et se durcit de plus en plus. Malheureusement, il faut s'y adapter, mais c'est aussi une barrière à l'entrée d'un point de vue économique. Et Sarah, donc, tu nous as préparé quelques points de manière synthétique. Bonjour à tous, donc je suis Sarah Duez, je travaille à l'UIMM Udimetal en tant que chargée de mission qualité, santé, sécurité au travail, également RSE et RGPD. Donc je vais vous faire un très rapide tour des deux informations principales que sont la réglementation environnementale, la RE 2020, et la réglementation tertiaire. Un point aussi très rapide sur les certificats d'économie d'énergie qui sont plus un dispositif, et l'obligation de diagnostic DPE pour les entreprises de plus de 250 personnes ou ayant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Donc réellement, ce qui va nous intéresser ici, c'est la réglementation environnementale qui a pour objectif la baisse de carbone, l'amélioration des performances énergétiques pour baisser justement l'impact sur le climat en termes de gaz à effet de serre, en se basant sur une analyse du cycle de vie des bâtiments. Ici, on parle vraiment des bâtiments, donc de la construction nouvelle, de la construction d'extension. Donc, le détail, bien sûr, de la réglementation 2020, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas si simple que ça. Mais voilà. Et elle nous pousse aussi vers ce que l'on appelle la réglementation tertiaire, qui est applicable depuis 2019, mais réellement qui vous demande pour septembre de cette année de déclarer votre consommation référence, pour après vous engager à une baisse de consommation des énergies. Donc là, on parle de toutes les énergies, de 40% en 2030, 50% en 2040. Alors, on va repasser sur la slide d'après qui vous parle plus précisément de ce fameux décret tertiaire et qui vous demande aussi 60% de moins en 2050. Donc, c'est relativement rapide. C'est très exigeant également.
On a donc ce décret tertiaire qui est appuyé par l'arrêté du 10 avril et l'arrêté du 24 novembre 2020 qui vous donne plus de précision quant à l'application de ce décret tertiaire. La réduction de la consommation d'énergie s'applique à tous les bâtiments, quelle que soit leur date de construction. Ce qui va nous intéresser ici, c'est votre consommation en référence. Donc, je prends l'exemple de Monsieur Degois. Malgré tout ce qu'ils ont déjà fait sur l'amélioration des bâtiments, si la consommation référence est antérieure, eh bien, tant mieux. Au moins, ils auront déjà bien travaillé sur cette réduction de 40% pour 2030. Sinon, malheureusement, tout ce qui a été fait ne sera pas suffisant. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez particulièrement compliqué à comprendre dans cette réglementation tertiaire, mais qui fait vraiment écho à cette augmentation du prix de l'énergie qui, à mon sens, ne va pas se réduire et qui aussi est une demande pour la distribution d'électricité qui devient compliquée également. Voilà, donc un point très très rapide sur la partie réglementaire. Il va sans dire que ça va un peu au-delà. Donc, si vous souhaitez beaucoup plus de détails sur le décret tertiaire, on a fait dernièrement un webinaire de 2 heures. Donc, si vous souhaitez en avoir une copie, je peux vous le transmettre pour avoir beaucoup plus de détails dessus. Voilà pour moi. Un peu rapide, mais voilà pour moi. On a une question, Sarah, Oui. de Sébastien qui demande comment est-ce qu'on se définit la consommation référence dans le décret tertiaire. Alors, vous prenez une année de référence, c'est-à-dire 2019 ou 2020, sachant que 2020, il y a eu le confinement, donc c'est un petit peu compliqué comme référence. Et vous avez un calcul à faire. Déjà, il faut savoir que si vous n'avez... Pour ce décret tertiaire, ne sont concernés que les bâtiments à usage tertiaire, et dedans, on englobe bien sûr la partie bureau, etc. Ça, c'est la base. Mais également tout ce qui est zone de stockage permanent. Pas stockage temporaire, quand vous avez du flux rapide, vous savez que vous avez une zone tampon de 2-3 jours, cette zone-là n'est pas comptabilisée. Par contre, votre stockage de pièces, chauffées, non chauffées, isolées, non isolées, fait partie de la surface prise en compte et on est sur un 1000 m². Donc, si tout mis bout à bout dans votre activité précise, vous avez ces fameux 1000 m², vous allez commencer à aller chercher votre consommation de référence sur votre site pour avoir cette réduction. Les calculs sont complexes, hein. Soit vous avez votre propre consommation avec des moyens de mesure précis sur les secteurs, soit vous ne l'avez pas et vous avez une proposition dans la réglementation tertiaire qui vous donne un calcul qui vous permet d'obtenir votre consommation de référence. Bon, ça ne peut pas se faire comme ça en 2 minutes. Hein. C'est vraiment, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail, à m'envoyer vos coordonnées pour que je vous transmette le webinaire qui était vraiment beaucoup plus complet, qui va vous parler des secteurs d'activité qui ne sont pas concernés, qui sont concernés, comment on comptabilise les fameux 1000 m², comment on va compter cette fameuse année de référence, etc., etc. Ça marche. Merci beaucoup, Sarah. On va passer la main à... pour la précision de la déclaration pour le 30 septembre pour la consommation de référence. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Donc, on passe maintenant à la partie de Jean Sigy, consultant fondateur réseau Cigem, sur la partie éclairage marché et son fonctionnement. Bonjour, donc mon cabinet est spécialisé notamment dans le contrôle des coûts, par le contrôle de gestion, et on va aborder une partie qui est plus spécifiquement liée à l'analyse de votre facture d'électricité et bien sûr aussi son optimisation, ce qui est l'objectif. Pour bien comprendre sa facture, il faut d'abord comprendre le marché. Donc, dans cette planche qui peut paraître un peu complexe, il y a l'explication du fonctionnement global du marché. Vous pouvez commencer à la lire par la petite vignette qui est en bas à droite où vous voyez 3 montagnes superposées, 3 montagnes bleues avec donc une courbe foncée, une courbe plus claire et une courbe encore plus claire. Ce sont en fait 3 échéances parce que le marché est un marché de futures. Donc, c'est un marché financier avec une vente de contrats sur le futur, ce qu'on appelle en anglais des futures. Il y a donc une échéance aujourd'hui sur le marché, une échéance pour 2023, une échéance pour 2024, une échéance pour 2025, sachant que plus vous achetez à long terme, plus votre prix est bas. Donc, dans la petite courbe, la courbe la plus élevée est celle du prix de l'électricité pour 2023. Et vous voyez au fur et à mesure du temps ce prix monter. C'est-à-dire qu'au début de l'année, en
janvier. L'échéance 2000, alors je suis en tout petit sur l'écran, je pense qu'en fait c'est la photo de 2022 achetée en 2021. Et donc début 2021, on avait un prix de l'électricité qui était à un an à peu près 60 €. Et sur la fin de la courbe, vous voyez que l'électricité achetée à un an est maintenant aux alentours de 240 €, soit une multiplication par 4. Cette tendance qui est sur une année, vous pouvez la retrouver en fait dans la grande courbe qui est à gauche, où vous voyez ce pic qui se crée. Donc ça, c'est l'évaluation du marché spot. Donc l'achat à une date X d'1 kWh d'électricité. Et on voit les deux références dont parlait M. De Gois tout à l'heure. Vous avez l'AREN, qui est le prix du nucléaire. Le N, c'est nucléaire, c'est le prix le plus bas qu'on puisse trouver, qui est très fixe, qui est à 42 € jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être augmenter dans les mois prochains, mais ce cours de référence est fixe depuis 2017. C'est le prix le plus bas du marché. En bleu, vous voyez le prix du marché spot, qui pendant toute l'année 2020 aussi est autour de l'AREN, et qui en 2021 a commencé à monter et s'éloigner de la ligne des 42 € pour venir aux alentours de 50 puis 60 €. Et finalement, on voit deux pics importants dans les mois récents avec des pics qui culminent à 500 € le kilowatt, donc très très cher, et une décrue qui a l'air de se prononcer puisqu'on revient aux alentours de 230 € le kilowattheure. Cependant, de fortes variations. Rien que sur ce mois-ci, le prix a augmenté de 35 €. Donc on voit qu'on a encore des oscillations très fortes dans un cours qui est élevé aux alentours de 230 €. L'an dernier, nous avons négocié pour un client à 60 €, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour lui, puisque maintenant on est à un cours de 230 €. Que faire face à ces hausses considérables? Alors, on va avoir trois optiques et selon les interlocuteurs, selon votre approche, vous allez avoir envie d'économiser sur les coûts d'achat, ce qui est un peu le cœur de cette partie de la présentation, d'économiser sur les consommations, et là on retrouve ce que Eric et Sarah viennent de dire, ou d'économiser sur les taxes, ce qui est un élément effectivement du coût d'achat. Alors, pour aller parler du coût d'achat, là, il faut comprendre le type de contrat. On était sur le type de marché. Maintenant, je m'attaque de manière plus fine au type de contrat que l'on peut trouver sur ce marché. Comme on est sur un marché de futures, vous pouvez avoir deux optiques. Vous pouvez acheter à cours fixe ou à cours variable, comme sur tout marché de futures. Vous achetez du pétrole, du blé ou du kilowattheure d'électricité, le mécanisme est le même. Vous avez un coût fixe, un coût variable. Et en fait, on comprend tous cette différence puisqu'on est très souvent acheteur de son propre appartement. Quand vous achetez votre appartement, vous avez négocié un prêt. Un prêt, c'est aussi un futures. Et donc, vous avez eu le choix entre négocier un prêt à taux fixe ou un prêt à taux variable. Et là, vous vous retrouvez dans ce même mécanisme pour l'électricité. Sur la partie gauche de cette planche, vous voyez deux contrats qui sont en fait, c'est une extraction d'une offre EDF. Donc EDF vous propose ce qu'ils appellent le contrat flexible ou le contrat garanti. Ce sont deux noms commerciaux pour un contrat à coût flexible, donc variable, ou garantie égale fixe. Bien sûr, le coût fixe va être plus cher à l'instant T qu'un coût variable, puisqu'il y a une prime de risque qui est inclue dedans par le fournisseur. Cependant, le coût variable est peut-être un peu moins cher à un instant T. Cependant, il a un énorme risque, il porte un énorme risque. Si vous avez contracté l'an dernier à 60 € avec un coût variable, vous avez peut-être eu 60 € maintenant, mais aujourd'hui, vous êtes à l'époque, mais aujourd'hui, vous renégocieriez à 230 €. En revanche, si vous êtes sur un coût fixe, vous l'avez payé 80 € et aujourd'hui, vous êtes toujours à 80 € et vous êtes gagnant. Donc, il faut choisir entre les deux. La plupart des fournisseurs proposent un mixte, en fait, entre du fixe et du variable. Et en termes techniques, c'est un mixte AREN plus spot. On revient sur le marché. En fait, le fixe va être déterminé, le prix va être déterminé en fonction du cours de l'AREN dont j'ai parlé, à 42 €. Vous allez donc être sur un cours de l'AREN plus ce qu'on appelle un spread, plus un surcoût. Et le spot va être au prix du marché. Et là, votre coût de revient va être différent selon le mix d'AREN et de marché que vous allez prendre. Pour être complet, M. De Gois a cité tout à l'heure qu'on pouvait aussi prendre une couverture. C'est le cas sur certains courtiers
qui propose des couvertures, mais je ne l'évoquerai pas dans le cadre de cette conférence pour ne pas complexifier de trop. Alors, regardons ce qui se passe si vous êtes sur un cours mixte, un contrat mixte marché plus arène. Eh bien, tout va dépendre de la part de mix et la part de marché et la part d'arène que vous allez mettre dans votre marché, dans votre contrat. Dans le premier scénario, on a donc 90% de marché, 10% d'arène. Forcément, comme le marché est au sud de l'arène, au global, vous tombez sur un coût moyen qui est plus élevé. En incluant la prime de risque du fournisseur, dans notre exemple, on est à 73 € pour le kilowattheure. Si vous augmentez la part d'arène, par exemple à 25%, il n'y a plus que 75% sur le marché. Et le jour où nous avions négocié, c'était il y a un an, on arrivait ainsi à un coût moyen pondéré plus bas. En incluant quand même une prime de risque de 14 € par kilowattheure, on obtenait 70 € du kilowattheure au lieu des 72 précédemment cités. Vous voyez que la part de mix, le mix que vous avez entre la part spot et la part arène va influer sur votre coût moyen, avec cependant derrière une prime de risque à rajouter. Je vous rajoute la ligne suivante de votre facture d'électricité, ça va être le mécanisme de capacité. Alors celui-là, pour le comprendre, il faut comprendre que puisque l'on va avoir accès à une ressource peu chère, l'AREN, cette ressource va être fortement demandée et donc la capacité française va être saturée. Du coup, il y a une négociation entre les parties pour le prix d'accès à cette capacité. C'est un prix d'accès. Et ce prix d'accès est 4 fois par an fixé sur un marché. Les acteurs se rencontrent sous l'égide d'un organisme régulateur qui s'appelle l'EPEX, et l'EPEX va fixer un cours moyen du mécanisme de capacité. Ce mécanisme de capacité était à 28 € le kilowattheure l'an dernier. À la dernière enchère, celle de mars 2022, elle était à 42 € le kilowattheure. Et donc, vous voyez là aussi une deuxième source d'augmentation de votre facture d'électricité. Et on arrive donc à l'analyse de la facture qui se compose d'une partie qui est négociable, donc c'est le coût de la fourniture de l'électron, le coût du kilowattheure, le coût de la garantie qui va être négociable avec votre fournisseur ou votre courtier, et puis il y a une partie qui va être fatalement fixe, simplement parce qu'elle est déterminée par voie réglementaire, c'est la prime d'acheminement, le coût de l'acheminement, qui est en fait prélevé par votre fournisseur et ensuite reversé à RTE, le distributeur, et les taxes qui sont aussi prélevées par votre fournisseur et qui en 2021 étaient reversées aux douanes et prochainement sera reversé non plus aux douanes mais au SIE qui le gère. On obtient ainsi un coût moyen et ce coût moyen va être lui-même modulé selon les tranches horaires. C'est le tableau que vous voyez plus bas qui est le tableau avec lequel nous avons négocié auprès des différents intervenants pour le compte de notre client. Donc, on a analysé sa consommation et on a trouvé des kilowattheures dépensés en heure de pointe. Donc, l'heure de pointe, c'est le pic maximum dans une journée de dépenses du pays. Et ces horaires sont fixés par les fournisseurs qui indiquent que l'heure de pointe est de 9h à 10h le matin et de 16 à 17 le soir. Ensuite, vous avez des heures pleines et des heures creuses, les HP, HC, elles-mêmes décomposées en heures d'hiver et en heures d'été. L'heure la moins chère étant l'heure creuse d'été, l'heure la plus chère étant l'heure de pointe. On affecte sur l'heure de pointe le mécanisme de capacité. Une partie du mécanisme de capacité est aussi affectée sur l'heure pleine d'hiver. Et on répartit le tarif horaire en le modulant selon l'heure dans laquelle vous achetez. Donc dans ce tableau, vous trouvez un 120 € pour l'heure de pointe et un 51 € pour l'heure la moins chère qui est l'heure creuse d'été. Et à ce moment-là, en fonction de votre mix de consommation et du tarif que vous propose votre fournisseur, vous trouvez votre coût moyen horaire qui, dans le cas donné, est de l'ordre de 76 € pour le kilowattheure, qui est la combinaison d'un 70 € moyen plus 14 000 € liés au mécanisme de capacité. Et dès lors, vous trouvez des règles globales pour réussir à optimiser votre coût d'achat. Alors, si nous avions une animation, vous verriez apparaître d'abord le visage de OHM Énergie, qui est un courtier auquel on s'est adressé, et à droite, Gazelle Énergie, qui est un fournisseur auquel nous nous étions adressés aussi.
Le processus que nous avons suivi est classique en termes de négociation. Nous avons d'abord fait un appel au marché. Donc, il y avait 5 à 6 prétendants. Et dans ces 5 à 6 prétendants, on a sélectionné 2 candidats qui nous ont semblé les plus sérieux et avec qui nous avions une fluidité pour communiquer. C'était donc OHM, un courtier, et Gazelle Énergie, avec lequel nous sommes entrés en discussion compétitive. On a comparé leurs négociations, leurs propositions. On a fait plusieurs rounds de négociations. Et vous voyez, avec ma petite flèche verte, petit à petit, ce coût de revient baissé, avec un coût initial, un budget initial qui était celui que vous voyez sur la planche d'avant, 176 000 euros. Finalement, nous sommes tombés aux alentours de 150 000 euros pour le budget de cette négociation compétitive. Et donc, notre client a été amené à négocier un contrat avec l'un des 2 partenaires. Mais il peut aller plus loin, il peut aussi répartir ses places de négociation, puisque maintenant, il a un coût qui est fixé, mais il peut encore travailler dans son atelier pour essayer d'avoir le maximum d'heures en heures faibles, qui sont les heures que l'on appelle les heures arènes, des heures d'été, des heures creuses. Et maintenant, il y a un travail au niveau de l'ordonnancement de la fabrication pour aller chercher les heures les plus intéressantes en termes de production, par exemple des heures de nuit, et faire un arbitrage qui peut être entre le surcoût d'une équipe de nuit en termes de salaire, mais le gain que l'on a en termes d'électricité, puisque l'heure de nuit est une heure creuse. Ensuite, il y a d'autres aspects, ceux que Eric et Sarah, avant cette présentation, ont évoqués, qui sont autour du management de l'énergie, la réduction de la consommation totale et en définitive des options qui tournent autour de la norme ISO 50001 que M. de Gois a citée en indiquant qu'il était fort évidemment, son site était en 50001, c'est-à-dire l'application de bonnes pratiques. Voilà, je ne voudrais pas quitter le webinaire sans parler des économies sur les taxes, puisque c'est une question qui nous est souvent posée. En fait, vous pouvez récupérer une partie de votre TIFCE, la taxe sur le coût de l'électricité. Vous avez aussi un processus similaire pour le gasoil et le gaz. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Au départ, il faut comprendre le mécanisme aussi général. Vous avez en fait un coût de l'énergie qui est très faible en France, puisqu'on est sur notre parc nucléaire, et plus élevé dans les autres pays européens. Donc, il y a une négociation entre les partenaires européens qui amène la France à augmenter son coût de l'énergie pour ses industriels, simplement pour qu'il y ait une convergence européenne. Alors, comme toute négociation, il y a des effets de paradoxe, et la France est bonne élève et en Europe augmente son coût de l'énergie via les taxes. Mais à ce moment-là, elle fait face à ce que les pouvoirs publics appellent la fuite carbone. C'est le risque que des entreprises qui peuvent se délocaliser aillent chercher un coût de l'énergie plus bas ailleurs qu'en Europe. Et donc, pour contrebalancer ça, la France propose à certains industriels de récupérer une part de leurs taxes via un mécanisme de déclaration. Encore faut-il penser à déclencher ce mécanisme. C'est un mécanisme qui est un peu complexe car il est très administratif, mais qui finalement peut être simplifié en 4 étapes et qui finalement prend du temps, mais peut se révéler aussi très intéressant. Dans un premier temps, vous allez calculer une valeur ajoutée de référence qui est assez proche de la valeur ajoutée que vous avez déclarée dans votre formulaire CVAE. Donc, vous allez utiliser l'imprimé 1330, le CERFA 1330 sur la CVAE, et vous allez reporter dans un autre CERFA qui est la 15700, dans lequel vous allez être conduit à calculer votre coût de l'électro-intensité. C'est-à-dire que vous allez comparer votre consommation électrique à la VA du CERFA. À ce moment-là, vous allez cumuler les 4 taxes relatives à l'électricité. Donc, il y a la CSPE, la CTA qui est une taxe locale, la TCFE et la TVA, TICFE et la TVA, et vous allez vérifier que la somme de ces 4 taxes représente ou pas plus de 0,5% de votre VA. Si vous dépassez ce seuil de 0,5% de la VA en coût de vos taxes, vous êtes réputé être électro-intensif et ça vous ouvre droit à la récupération de ces taxes. Dans ce cas-là, vous allez remplir un autre CERFA qui est la 14319. Il faut le faire avant le 1er juin, vous avez donc encore 2 mois, et vous allez l'envoyer au service des douanes. En 2022, il faudra l'envoyer au SIE. À ce moment-là, votre dossier va être étudié par le service concerné et vous allez recevoir quelques semaines plus tard une confirmation de votre éligibilité ou pas, et quelques semaines plus tard encore, un remboursement de votre taxe. L'an dernier, pour ce client, là, je cite en fait 2 clients
Le premier, c'était l'un pour lequel on a travaillé sur le coût du kilowattheure lui-même, donc la négociation, puis après l'enchaînement sur des économies sur le coût de la consommation, en faisant appel à un spécialiste, comme par exemple Eric Sénéchal. La deuxième entreprise, nous avons travaillé sur la récupération de la taxe, c'est-à-dire décomposer tous ces éléments, regarder quelle partie de son processus pouvait être éligible, faire les déclarations et les envoyer au SIE. La récupération d'énergie, de taxes l'an dernier, a représenté 60% du coût global de l'énergie de l'année 2021, puisqu'il y a aussi une rétroactivité qui n'a lieu qu'une fois, mais sur une année, ça peut être très intéressant. Vous pouvez aller jusqu'à 60% de votre consommation totale d'énergie couverte par la récupération de la taxe si vous ne l'aviez pas fait les années précédentes. Voilà sur cette présentation. Et je laisse la place à Eric pour sa partie. Merci Jean. Merci Jean, merci Mathieu. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Ok, merci, parce que j'avais quelques petits soucis tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Eric Sénéchal du CETIM. Donc, le CETIM, c'est le Centre technique des industries mécaniques. Donc, on est un centre, on va dire, de recherche et d'innovation au service des mécaniciens. Donc, moi, au sein de cette entreprise, je suis référent technique efficacité énergétique. Et donc, je m'occupe de toutes ces activités de recherche et de conseil et d'audit, bien sûr, sur cette thématique donc, de l'efficacité énergétique pour les entreprises. Alors, pour compléter ce que viennent de dire Sarah et Jean, en fait, il y a et M. De Goy, vous avez le troisième volet, effectivement, un petit peu du plan d'attaque sur l'efficacité énergétique que je peux vous proposer. Hein. Vous avez le premier qui est l'amélioration finalement du coût énergétique, donc à vous présenter Jean. Le deuxième volet, votre deuxième volet est de travail et ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire la réduction des consommations. Et le troisième volet, c'est la partie réglementaire et système de management de l'énergie, dont a parlé M. De Goy tout à l'heure dans sa présentation. Alors, pourquoi s'intéresser effectivement à l'efficacité énergétique? Pour des tas de raisons. La première est bien sûr la plus importante est la partie économique, mais sachez que ce n'est pas la seule, même si effectivement actuellement elle a pris le pas sur les autres. Donc on peut avoir des raisons de productivité, parce que travailler l'efficacité énergétique, notamment sur des lignes de process un peu pointues, permet de détecter des sources de gains en productivité. Ça permet également de bien connaître ces problématiques de consommation d'énergie, je vais y arriver, la connaissance de la consommation d'énergie et sa répartition dans l'année, sa répartition en termes même de journée, permet d'avoir une bonne connaissance de cette structuration et est un argument très important pour négocier les contrats comme vous l'a présenté tout à l'heure, Jean. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc si vous voulez vraiment, je veux dire, négocier au mieux avec vos fournisseurs énergétiques, eh bien, il faut connaître votre profil de consommation d'énergie et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les différents consommateurs du site. Après, on peut avoir des raisons environnementales et sociétales, hein, puisque diminuer les consommations d'énergie, c'est diminuer votre empreinte gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui commence à être très important pour certains grands donneurs d'ordre. On peut avoir aussi des raisons liées à la qualité, la sécurité. Effectivement, travailler sur l'énergie, c'est également souvent améliorer les conditions de travail. Et donc, c'est tout à fait important dans le cadre d'une RSE ou même dans le cadre d'une amélioration de la qualité de travail dans l'entreprise. Et puis, c'est souvent des projets qui sont très bien perçus par l'ensemble du personnel, parce que tout simplement, on en comprend la raison de façon très, très pragmatique. Voilà. Alors, comment s'y prendre? Alors, tout simplement, en plusieurs étapes, comme d'habitude, on va dire en 4 étapes. Hein. La première étape étant un bilan de consommation. Dans ce type de processus, on est toujours amené à faire une photographie
de notre situation à l'instant T. Donc, il est très, très important d'avoir cette consommation de référence, savoir d'où on part. Donc, ça se fait en faisant un certain nombre de mesures, de calculs ou d'estimations, tout simplement, puisqu'on a beaucoup de paramètres à prendre en compte. L'idée est de détecter les vrais consommateurs du site, parce qu'on a souvent des a priori sur cette problématique. C'est pas forcément le gros équipement qui est au fond de l'atelier qui consomme le plus. Parfois, c'est l'équipement qui est plus petit, mais qui lui consomme plus, tout simplement parce qu'il fonctionne plus longtemps. Voilà. Donc, faire ce bilan sans a priori, en documentant avec des mesures, c'est vraiment votre première étape à mettre en œuvre si vous voulez avoir une démarche pérenne de prise en compte de l'énergie sur vos sites industriels. Deuxième étape, on va repérer les gaspillages et pour évidemment diminuer la consommation d'énergie et avoir des améliorations. Donc là, on a plusieurs types de pistes d'économie d'énergie qui sont disponibles. Je vous en montrerai quelques exemples à la fin de cet exposé. Donc les premières sont des pistes de type organisationnel. Donc on va des choses assez basiques comme l'extinction des lumières, la détection de fuite par les opérateurs, la gestion des équipements en fin de poste, donc la réduction des talons de consommation, toutes les consommations qui sont enregistrées pendant les périodes de fermeture de l'entreprise, donc qui peuvent être détectées, qui peuvent être mesurées, notamment par ce qu'on appelle les points 10 minutes. C'est souvent des pistes d'économie qui ont un investissement quasi nul et des temps de retour immédiats, alors qui demandent par contre un petit peu de sensibilisation du personnel et un petit peu de suivi au niveau parfois des méthodes de travail, tout simplement. Les deuxièmes types de pistes sont des pistes qui sont liées à la régulation et la maintenance. Donc là, on comprend bien qu'on va réguler ou mieux réguler un certain nombre d'équipements consommateurs, qui ne sont pas seulement que le chauffage, ça peut être aussi le process, sur lequel on a, je ne sais pas, mis des consignes qui étaient un petit peu élevées pour être sûr finalement de notre qualité, d'essayer de gérer au mieux ces consignes, de réduire un petit peu pour pouvoir gagner. Donc ça peut être des choses sur la pression de service de l'air comprimé, ça peut être des choses sur la température des fours. Voilà, donc on va faire ces améliorations, ces diminutions. Et puis aussi des pistes qui sont liées à la maintenance. Donc, on va essayer d'améliorer, on va dire, la maintenance, par exemple, des filtres sur les aspirations pour diminuer un petit peu les consommations des équipements qui sont derrière. Donc là, avec des investissements qui sont cette fois-ci plus tout à fait nuls, qui sont faibles, mais avec des temps de retour qui sont en général inférieurs à 1 an ou égal à 1 an, donc tout à fait rentables et tout à fait intéressants. Ensuite, des pistes techniques où cette fois-ci, on va remplacer un équipement par un équipement qui va être plus sobre en énergie, plus économe. Alors là, on a des tas de possibilités, donc remplacement de la chaudière, remplacement des compresseurs, on va faire de la récupération de chaleur, donc récupération d'énergie fatale. On va travailler sur les refroidissements, on va essayer d'améliorer le process. Donc là, on est sur des investissements, des pistes qui nécessitent des investissements, clairement, de 10 à, par exemple, 100 000 euros, mais qui ont quand même des temps de retour inférieurs à 3 ans. Donc, ce qui prouve que finalement, on a des gains importants à faire sur ce type de prestations. Voilà, donc, ce sont des pistes qui ne sont pas négligées du tout, qui demandent des études, qui peuvent souvent bénéficier d'aides financières par différents dispositifs, par exemple les certificats d'économie d'énergie. Donc, qui sont des pistes qui ne sont pas forcément à mettre en œuvre immédiatement, puisque les premiers types sont importants, mais qu'on peut réfléchir et programmer pour les mettre en œuvre. Et la dernière catégorie, ce sont des pistes d'innovation. Donc là, on vient remplacer un équipement par un équipement nouveau, innovant, qui n'a jamais été mis en place dans l'entreprise ou qui n'a jamais été testé, un prototype. Donc là, ce sont des choses un peu plus techniques qui nécessitent évidemment des grosses quantités d'études, mais qui génèrent en général des grosses quantités de gains et d'autres pistes d'économie, notamment sur les matières premières, sur la qualité, etc. Donc, des pistes qui sont souvent liées à d'autres sources d'intérêt pour l'entreprise. On a une question
Cédric, Eric, qui Oui. demande pour les PME, pour les TPE, PME, pardon, qui peut nous aider à réaliser ce diagnostic d'efficacité énergétique? Alors, pour les TPE et PME, pouvez vous adresser à plein de cabinets. Donc, il y a un certain nombre de cabinets, y compris dans notre région, qui sont capables de faire ces études et vos centres techniques, hein, bien sûr. Donc, on fait ce type d'études. La meilleure façon, finalement, d'appréhender les entreprises capables de faire ce genre d'études, c'est de vous adresser à votre délégation régionale de l'ADEME, qui a une liste de bureaux d'études qui sont compétents dans le domaine. Et vous pouvez évidemment vous rapprocher de vos UMM et de vos centres techniques. Il peut y avoir également, suivant certains cas de figure, des aides au conseil pour accompagner le financement de ces opérations. Alors, il existe des aides sur les audits énergie pure, il n'en existe plus dans la région. Même dans beaucoup d'autres régions en France d'ailleurs, il faut l'avouer. Il y a un certain nombre de pistes de diagnostics qui sont aidés notamment par la BPI, qui sont des diagnostics souvent mixtes énergie et matières premières d'ailleurs. Donc que vous pouvez aller solliciter, oui. Après, pour avoir une petite expérience dans le domaine, un audit énergie, effectivement, c'est un coût, si vous le faites sans subvention, mais ce coût, il a toujours été, dans ceux que j'ai pu mener, rentabilisé en moins d'1 an avec les améliorations qu'on a détectées dans l'entreprise. Donc, c'est un investissement, mais qui a en général un temps de retour très, très court. Voilà. Alors, pour continuer sur cette démarche rapidement, hein, la troisième étape, finalement, une fois que vous avez trouvé des solutions d'amélioration, fait votre bilan, trouvé des solutions d'amélioration, c'est de suivre finalement vos consommations, sachant que cette étape, elle peut être faite aussi en parallèle avec les autres. Et donc, ça nécessite un plan de mesurage. L'énergie, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender en termes de chiffres. Et donc, il faut mesurer l'énergie. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable, y compris, on le fait pendant les audits. On le fait de façon ponctuelle, mais on le fait, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une simple évaluation et d'un simple calcul. Il faut aller faire des mesures sur les machines, sur les process. Et donc, un plan de mesurage qui peut être très simple, qui peut être quelques compteurs et puis un tableur Excel, ou quelque chose de plus évolué avec des compteurs qui viennent reporter des données via un logiciel spécialisé. On a tout le panel possible. Ça vous permet d'identifier des améliorations énergétiques, donc des gains énergétiques en plus. Ça vous permet de les pérenniser, puisque vous les voyez, vous les mesurez, ces gains énergétiques. Ça vous permet également d'analyser les causes de dérives. Vous allez détecter des dérives de consommation sur certains équipements. Vous allez les détecter beaucoup plus vite que l'analyse de la facture du mois suivant, bien sûr. Et vous allez pouvoir y remédier tout de suite. Donc ça, c'est très important. C'est la notion d'alerte. Ça va vous permettre aussi de mesurer votre performance énergétique, donc de pouvoir suivre des indicateurs de performance liés à l'énergie, en lien avec des facteurs d'influence, des choses qui vont venir un petit peu influencer finalement votre consommation d'énergie. Et puis, ça va devenir finalement petit à petit probablement une exigence réglementaire. Ça l'est déjà pour un certain nombre de gros consommateurs, d'ailleurs, il faut le dire. Dernière étape, la gestion humaine du poste, parce que effectivement, on peut avoir un bilan, on peut avoir des mesures, mais c'est un poste d'énergie, l'énergie, c'est un poste qu'il faut suivre, un poste financier qu'il faut suivre. Comment on va en faire un suivi sur les matières premières? Et là, c'est un poste qui est devenu complexe. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir des personnes formées à cette gestion de l'efficacité énergétique, pour suivre cette gestion et pour sensibiliser aussi le personnel aux bonnes pratiques. Donc là, il y a différentes techniques, notamment un parcours de formation qui est un parcours de formation national qui s'appelle le programme ProRefei, qui vous propose de former donc des référents énergie en 3 étapes. Donc, un cours en ligne pour donner les bases de la gestion énergétique, un cours en présentiel, alors qui a été
un peu perturbé par le Covid, mais voilà. Et puis un accompagnement sur le terrain, donc du stagiaire, du futur référent énergie, pendant à peu près 6 mois parfois, sur 1, 2 ou 3 projets précis. Donc vous avez un formateur qui vient dans votre entreprise et qui suit avec le stagiaire des projets particuliers. Voilà. Et sachez que ce programme, qui est un programme national, a une prise en charge partielle des coûts pédagogiques sur à peu près 80% du montant pour cette année. Alors pour terminer, 3 exemples de gains qu'on peut classiques. Hein. Donc un exemple de gain sur le chauffage ici. Vous voyez, on a en fait amélioré la régulation des chauffages d'une entreprise en les asservissant finalement à la demande en température et puis en les programmant dans l'ordre. Donc d'abord une grosse chaudière, puis une plus petite, puis une deuxième plus petite. Voilà. Donc là, vous avez un gain de 30 000 € pour l'entreprise avec un temps de retour de 2 ans sans aucune subvention. Donc ce qui n'est pas du tout inintéressant. Un deuxième exemple où on fait de la récupération d'air chaud sur les compresseurs. Donc ça, c'est très classique. Ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont aidables au niveau certificat d'économie d'énergie. Donc avec un gain d'environ 10 000 € et sur le chauffage, toujours des locaux, et un temps de retour d'environ 1 an. Et un dernier exemple très, comment dire ça, très de bon sens, qui est finalement l'asservissement des pompes entre 2 grosses cuves, hein, donc vous en voyez une sur la photo, à la production, hein, parce que là, en fait, on avait des pompes de refroidissement qui tournaient à plein régime tout le temps, même s'il n'y avait pas de production dans l'entreprise, hein, c'était une forge, qui travaillait qu'en imposte. Donc on leur a proposé d'arrêter finalement cette circulation forcée à très gros débit, de mettre un petit circulateur pour éviter les risques de gel l'hiver, et puis ils ont gagné 60% de la consommation des pompes annuelles en faisant ce type de choses. Donc vous voyez, il peut y avoir effectivement des investissements importants, mais il y a des choses qui sont tout à fait faisables pour une PME, une TPE, en termes d'investissement et des gains importants et rapidement amortissables. Voilà ce que je pouvais vous dire très très rapidement sur ce sujet sur lequel on peut passer plus que la journée, sans problème, Mathieu. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous présenter. Alors, n'hésitez pas, il y a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Les intervenants sont encore là. On peut prendre une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions. On voulait faire un retour. D'abord, remercier tous les intervenants pour leur présentation. Et en fait, ce webinaire, donc comment réduire ses coûts et améliorer son efficacité énergétique, il s'inscrit dans un cycle de réunions. Il y a 2 autres réunions à venir suite à ce webinaire. On a une première réunion en physique qui se fera dans une entreprise. L'objectif, c'est de pouvoir visiter, avoir le témoignage, le retour d'expérience de l'entreprise, des dirigeants de l'entreprise Mecasoka, et de visiter l'entreprise qui a mis en place un certain nombre d'actions justement pour faire des économies d'énergie. Donc ça aura lieu le 16 juin de 10h à midi. Vous pouvez déjà vous inscrire. Donc il y a le site, vous pouvez aller sur le site Cap Industrie et vous retrouverez l'événement. Donc ça, c'est un événement qui est vraiment réservé aux industriels. Voilà, priorité aux industriels sur cet événement. Ensuite, on en aura un second. Donc un second qui sera un webinaire qui aura lieu le 1er juillet de 11h à midi. Et là, l'objectif, ce sera de venir vous présenter un peu les outils de financement et d'accompagnement disponibles justement pour venir réduire vos coûts et améliorer votre efficacité énergétique. Donc voilà, donc on a eu vraiment là, on a balayé beaucoup de sujets aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir aller faire un focus dans une entreprise le 16 juin et ensuite de vous présenter les outils d'accompagnement pour mettre en place vos projets le 1er juillet de 11h à midi. Et c'est pareil, le 1er juillet, les inscriptions sont ouvertes sur Livestorm. Donc vous avez le lien qui est ici. Et dans tous les cas, on vous renverra les éléments, on renverra les éléments à tous les inscrits. Donc
Donc voilà, je regarde s'il y a eu d'autres questions. Je ne pense pas. En tout cas, un grand merci à tous les intervenants. Et puis, n'hésitez pas si vous aviez d'autres questions que vous n'aviez pas pu poser. Ah, si je vois qu'il y a peut-être une question Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu poser, nous, on reste à votre disposition, donc n'hésitez pas. Vous avez l'ensemble des contacts là, des intervenants qui étaient présents. L'équipe Cap Industrie, contact@cap-industrie.fr pour poser vos questions et pour qu'on puisse vous faire un retour, ou si vous avez des interrogations, des projets d'accompagnement. Voilà, après, nous, on peut vous mettre en relation avec les différents intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Donc, voilà. Et très bon appétit. On est à peu près dans les temps, il est 12h37, donc on n'a pas trop dépassé. Donc, voilà. Et merci et au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci au revoir, à tous. bonne journée. Bonne journée.